Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Napoléon Bonaparte, l'un des commandants militaires les plus courageux et l'un des hommes les plus puissants que l'Europe ait connu. Sa vie est un mélange fascinant de victoires, d'ambition et de controverses. Écoute attentivement, car cette histoire est non seulement passionnante, mais aussi très enrichissante. Tu vas découvrir la vie de Napoléon. Alors, plongeons directement dans son histoire. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 sur la petite île de Corse, une île rattachée à la France, mais avec une culture et une histoire bien à elle. Il est issu d'une famille modeste. Son père, Carlo Bonaparte, était avocat, issu d'une famille noble, mais sans grande richesse. Sa mère, Laetitia Bonaparte, était une femme forte, protectrice et très attachée à l'éducation de ses enfants. Cependant, Napoléon n'avait pas une relation très proche avec son père, souvent absent. En revanche, il était très attaché à sa mère, qui a toujours été présente pour lui. En grandissant, beaucoup se moquaient de lui. À cause de sa taille, il mesurait environ 1,68 m, ce qui était considéré comme petit à l'époque. On le traitait de faible, de petit, mais au lieu de le décourager, cela a renforcé sa détermination. Napoléon voulait prouver une chose: la grandeur ne dépend pas de la taille. Depuis son plus jeune âge, il était convaincu d'une chose: il était destiné à accomplir de grandes choses. À seulement 9 ans, il est envoyé en France, dans une école militaire. Un moment difficile, loin de sa famille, entouré de camarades qui se moquaient de son accent corse. Mais encore une fois, il ne baisse pas les bras. Au contraire, il travaille encore plus dur. Il devient un excellent élève, surtout en mathématiques, une compétence qui lui sera précieuse plus tard sur les champs de bataille. À 16 ans, il obtient son diplôme et rejoint l'armée française en tant que sous-lieutenant. Très vite, il montre des qualités de leader. Mais le contexte est difficile. La Révolution française est en cours. La France est plongée dans le chaos, divisée, instable. Et au milieu de ce désordre, Napoléon a un rêve puissant: redonner à la France sa grandeur, unir son peuple et devenir celui qui guidera la nation. Ses débuts dans l'armée sont remplis d'épreuves, des supérieurs qui le méprisent, des missions dangereuses, des batailles difficiles. Mais Napoléon apprend, il observe, il étudie les stratégies, le leadership, l'art de gagner. À 20 ans, il est promu capitaine. Et peu de temps après, il reçoit sa première grande opportunité, lors d'une bataille en Italie, contre un ennemi bien plus puissant. Napoléon mène ses troupes avec brio et remporte la victoire. Cette victoire change tout. Les regards se tournent vers lui, son nom commence à circuler. À seulement 24 ans, il devient général, un âge extrêmement jeune pour un tel poste, mais une preuve de la confiance qu'on lui accorde. Ses rêves commencent à devenir réalité. Il n'est plus seulement un soldat, il est devenu un leader, à la tête d'une armée. Mais avec le pouvoir, viennent aussi les ennemis. Certains le rejettent à cause de ses origines corses. D'autres le trouvent trop ambitieux, trop dangereux. Mais Napoléon ne s'arrête pas. Il avance, sans regarder en arrière. Il est désormais une étoile montante de l'armée française. Et pourtant, le plus grand tournant de sa vie est encore à venir. Car cette année-là, il va rencontrer l'amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais était plus âgée que Napoléon Bonaparte de 6 ans au moment de leur rencontre. Elle avait 32 ans, et lui, seulement 26. Veuve, son premier mari ayant été exécuté pendant la Révolution française. Elle avait déjà 2 enfants, connue pour sa beauté, son charme et son élégance. Elle attirait tous les regards, et Napoléon en tomba immédiatement amoureux. Malgré la différence d'âge, il n'y prêta aucune attention. Dès le premier regard, il fut totalement captivé. Joséphine était différente, gracieuse, confiante, mystérieuse. Elle savait séduire et ne manquait pas d'admirateurs. Au début, elle ne prit pas Napoléon très au sérieux. Il était jeune, pas très riche et pas encore puissant. Mais Napoléon était déterminé. Il lui écrivait des lettres passionnées, des mots remplis d'amour.
même lorsqu'il était loin, en campagne militaire. Il lui répétait combien elle lui manquait, combien il rêvait d'être à ses côtés. Dans l'une de ses lettres, il écrivait « Depuis que je t'ai quitté, je suis constamment triste. Mon bonheur est d'être près de toi. Même au milieu de mes soldats, mes pensées s'envolent vers toi. Je t'aime chaque jour davantage et je brûle de sentir ta présence. » Son amour pour Joséphine était si intense qu'il en devenait parfois une distraction. Mais de son côté, Joséphine ne ressentait pas la même passion. Elle appréciait son attention sans partager la même intensité. Malgré cela, Napoléon voulait l'épouser. Et en 1796, il réussit. Ils se marièrent le 9 mars 1796 lors d'une cérémonie civile à Paris. Mais à peine 2 jours après, Napoléon dut partir à la guerre. Il fut envoyé en Italie pour diriger l'armée française. La France était en guerre contre l'Autriche et l'Italie devenait le champ de bataille. C'était la première fois que Napoléon prenait le commandement total d'une armée. À cette époque, l'armée française en Italie était faible, mal équipée, démoralisée. Les soldats manquaient de nourriture et d'armes. Beaucoup de généraux avaient déjà échoué. Mais Napoléon avait quelque chose de différent. Une stratégie brillante et une confiance inébranlable. Il transforma complètement l'armée. Il motiva ses hommes avec des discours puissants, leur faisant croire en la victoire. Rapide, imprévisible, il attaquait ses ennemis avant même qu'ils ne soient prêts. Entre 1796 et 1797, il enchaîna les victoires. La bataille de Lodi, où il mena ses troupes sous un feu intense. La bataille d'Arcole, où il saisit un drapeau et courut vers l'ennemi. La bataille de Rivoli, où il écrasa complètement les forces autrichiennes. Ces victoires firent de lui un héros national. Ses soldats l'adoraient et la France voyait en lui un génie militaire. Mais même au cœur des batailles, ses pensées restaient tournées vers Joséphine. Cependant, elle ne lui était pas fidèle. Pendant son absence, elle entama une relation avec un autre homme. Quand Napoléon l'apprit, il fut brisé. Mais son amour était plus fort que sa douleur, et il lui pardonna. Après ses succès en Italie, le gouvernement français lui confia une nouvelle mission, envahir l'Égypte. À seulement 28 ans, il part pour cette expédition. À cette époque, la Grande-Bretagne est le plus grand ennemi de la France. Elle contrôle l'Inde, une colonie extrêmement riche. Napoléon veut couper cette route commerciale. Et pour cela, il décide de prendre le contrôle de l'Égypte. Avec une armée, mais aussi des scientifiques, il ne veut pas seulement conquérir. Il veut aussi apporter le savoir et la culture française. En 1798, lors de la célèbre bataille des Pyramides, il affronte les Mamelouks, des guerriers redoutables, mais utilisant des méthodes anciennes. Grâce à des stratégies modernes, Napoléon remporte une victoire éclatante. Il entre au Caire en conquérant. Mais très vite, le destin bascule. La flotte française est détruite par la marine britannique, dirigée par Horatio Nelson lors de la bataille du Nil. Napoléon et son armée sont piégés en Égypte. Impossible de rentrer par la mer. Pendant ce temps, en France, le chaos règne. Le gouvernement est faible, corrompu, et le peuple a perdu confiance. Napoléon voit une opportunité. Il quitte secrètement l'Égypte et retourne en France, laissant son armée derrière lui. À son arrivée à Paris, la situation est critique, et Napoléon saisit son moment. Le 9 novembre 1799, il organise un coup d'État. Il renverse le gouvernement et prend le pouvoir. Il devient premier consul, l'homme le plus puissant de France. Il n'a que 30 ans. Une fois au pouvoir, il entreprend de transformer le pays. Il stabilise l'économie, met en place un système financier solide, crée de nouvelles lois, le code napoléonien, développe l'éducation et continue de gagner des batailles. En 1800, il bat à nouveau les Autrichiens à Marengo. Le peuple l'adore, il voit en lui un leader capable de redonner à la France sa grandeur. Mais Napoléon ne s'arrête pas là. Le 2 décembre 1804, il devient empereur de France, lors d'une cérémonie grandiose à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais ce couronnement est unique. Traditionnellement, le pape pose la couronne, symbolisant un pouvoir divin. Mais Napoléon refuse. Au dernier moment, il prend la couronne lui-même et la pose sur sa tête. Un geste fort, un message clair. Son pouvoir ne vient pas de Dieu, ni d'une autorité religieuse, mais de lui-même.
de sa force, de sa volonté. Napoléon voulait bâtir un empire plus puissant que tous les autres en Europe. Son épouse, Joséphine de Beauharnais, fut couronnée impératrice à ses côtés. Malgré ses infidélités passées, Napoléon Bonaparte l'aimait toujours profondément. Mais très vite, leur relation allait être mise à l'épreuve, car dès que Napoléon devient empereur, toute l'Europe commence à trembler. Des pays comme la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse le voient comme une menace. Ils craignent qu'il ne veuille conquérir toute l'Europe, et ils ont raison. Napoléon veut agrandir l'Empire français, et surtout, vaincre la Grande-Bretagne. Mais un problème se pose. La Grande-Bretagne possède la marine la plus puissante du monde. Napoléon comprend qu'il ne peut pas la battre en mer. Alors il choisit une autre stratégie, les batailles terrestres. Ses ennemis, l'Autriche et la Russie, s'unissent contre lui. Leur armée est immense, près de 90 000 soldats, contre seulement 68 000 pour Napoléon. Beaucoup pensent qu'il va perdre. Mais ils oublient une chose. Napoléon est un génie militaire. Il met en place une stratégie brillante, il fait croire que son armée est faible et simule une retraite. Les ennemis tombent dans le piège. Et au moment parfait, Napoléon attaque de tous les côtés. Résultat, une victoire écrasante. Plus de 36 000 soldats ennemis sont tués ou capturés. L'empereur d'Autriche est forcé de se rendre. Napoléon devient le maître incontesté de l'Europe. Cette bataille est encore étudiée aujourd'hui dans les académies militaires. Après cette victoire, il déclare à ses soldats « Soldats, je suis fier de vous. Vous venez de remporter l'une des plus grandes victoires de l'histoire et gagner l'amour de la France. » Ses soldats l'adorent, ils le croient invincible, mais ne pouvant battre la Grande-Bretagne militairement. Napoléon tente une autre approche, la guerre économique. Il met en place le blocus continental, interdisant à toute l'Europe de commercer avec la Grande-Bretagne. Son objectif, détruire son économie. Mais le plan échoue. Beaucoup de pays trichent en secret et continuent de commercer, et même la France souffre car elle manque de produits essentiels. La Grande-Bretagne reste forte. Napoléon change alors de cible. En 1806, il écrase la Prusse. Le roi de Prusse capitule, puis il affronte la Russie. En 1807, après une nouvelle victoire, le tsar Alexandre Treillet est contraint de signer la paix. À ce moment-là, presque toute l'Europe est sous le contrôle de Napoléon. Il est au sommet de sa puissance, mais même au sommet, il lui manque quelque chose d'essentiel, un héritier. Joséphine ne lui a jamais donné d'enfant, et pour un empereur, c'est un problème majeur. Alors, en 1809, il prend une décision déchirante. Il divorce de Joséphine. Malgré l'amour qu'il lui porte, il doit assurer l'avenir de son empire. Joséphine quitte le palais, en larmes, et Napoléon dira plus tard « Joséphine, tu es la seule femme que j'ai vraiment aimée. » Pour des raisons politiques, il épouse ensuite Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur d'Autriche. Elle a 18 ans, lui 41. Un an plus tard, elle donne naissance à son fils, Napoléon II. Enfin, il a un héritier. Mais alors que sa vie personnelle semble stable, son empire commence à s'effondrer. Napoléon commet sa plus grande erreur. Il envahit la Russie. La Russie a rompu la paix et Napoléon veut la punir. Mais il sous-estime l'hiver russe. Avec 600 000 soldats, il marche vers la Russie, mais les Russes utilisent une stratégie redoutable. Ils brûlent leurs propres villes et détruisent leurs ressources. L'armée française n'a plus rien à manger. Le froid est terrible. Les soldats meurent, gelés. Quand Napoléon revient en France, il a perdu plus de 500 000 hommes. C'est le début de sa chute. Après cette catastrophe, ses ennemis se regroupent. Une nouvelle alliance se forme, la 6e coalition. Malgré tout, Napoléon refuse d'abandonner. Il recrée une armée composée de jeunes soldats inexpérimentés, mais inspirés par lui. Il leur dit « Nous avons perdu des batailles, mais pas notre honneur. La France est toujours debout. Et je vous mènerai à la victoire. » Mais cette fois, il affronte toute l'Europe. En 1813, lors de la bataille de Leipzig, en Allemagne, 200 000 soldats français contre 350 000 ennemis. Pendant 3 jours, les combats sont acharnés. Mais Napoléon est encerclé. Ses propres alliés le trahissent. Un pont explose trop tôt, laissant des milliers de soldats piégés. Il assiste, impuissant, à la mort de ses hommes. 80 000 soldats perdus. Son empire s'effondre.
les ennemis envahissent la France et entrent dans Paris. Le peuple, qu'il adorait autrefois, le tient désormais responsable. Ses généraux lui disent « Nous ne pouvons plus continuer, nous devons nous rendre ». Le cœur brisé, Napoléon abdique le 6 avril 1814. Pour la première fois en 20 ans, il n'est plus empereur. Mais au lieu de le tuer, ses ennemis l'exilent sur une petite île. Elbe, l'homme qui dominait l'Europe, devient prisonnier, sur une île. En quittant la France, il dit à ses soldats « France, je t'ai tout donné, et maintenant je dois te quitter. » Mais l'histoire n'est pas terminée, car Napoléon n'accepte pas la défaite. Après seulement 10 mois, il s'échappe de l'île d'Elbe. Il retourne en France, avec 1000 soldats. Le roi Louis XVIII envoie une armée pour l'arrêter. Mais Napoléon s'avance, ouvre son manteau et dit « Si quelqu'un veut tuer son empereur, me voici. » Silence. Puis, l'armée le rejoint. En seulement 20 jours, il reprend Paris et le pouvoir. Un retour incroyable. Les Français célèbrent son retour. Mais l'Europe est furieuse. Une dernière guerre se prépare. Le 18 juin 1815, près du village de Waterloo, en Belgique, Napoléon affronte ses ennemis pour une bataille qui décidera de tout. Après la bataille de Waterloo, il n'y avait plus de doute. Napoléon Bonaparte avait perdu. Ses rêves de dominer l'Europe s'étaient effondrés. Son armée était détruite et lui s'éloignait du champ de bataille, conscient que tout était terminé. Après sa défaite, ils se rendent aux Britanniques. Mais cette fois, ils ne prennent aucun risque. Ils ne l'envoient pas sur une île proche. Ils l'exilent très loin, sur l'île de Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'océan Atlantique. Cette fois, aucune évasion possible. Napoléon y passera 6 longues années, sans armée, sans pouvoir, sans espoir de retour. Au début, il écrit ses mémoires, il veut raconter sa version de l'histoire, il parle de ses victoires, de son amour pour la France, et aussi de ses erreurs. Mais avec le temps, son corps commence à faiblir, sa santé se dégrade, des douleurs constantes à l'estomac, ses cheveux tombent. Il ne peut plus marcher longtemps, ni monter à cheval. Il passe ses journées assis à réfléchir. L'un de ses rares plaisirs, c'est de raconter son passé. Ses compagnons sur l'île l'écoutent, fascinés par cet homme qui autrefois dirigeait la moitié de l'Europe. Un jour, en regardant l'océan infini, il murmure « Je suis né sur une île et je meurs sur une île. » Il savait que la fin approchait. Le matin du 5 mai 1821, il parle à peine. Ses derniers mots sont « France, armée, tête de l'armée, Joséphine » à 17h49. Napoléon Bonaparte rend son dernier souffle. L'homme qui avait fait trembler l'Europe repose désormais dans un simple lit, loin de sa patrie. Les Britanniques l'enterrent sur l'île, sous une tombe simple. Mais avant de mourir, il avait exprimé un souhait, être enterré à Paris, au milieu du peuple français, qu'il aimait tant. Et ce souhait finira par être réalisé. 19 ans plus tard, en 1840, le peuple français demande le retour de son corps. Le roi Louis-Philippe Ier envoie un navire à Sainte-Hélène. Lorsque sa dépouille revient à Paris, des milliers de personnes se rassemblent. Son cercueil est transporté dans une procession grandiose. Le peuple pleure et crie « Vive l'empereur !» Enfin, Napoléon est enterré aux Invalides, au cœur de Paris, dans un tombeau majestueux, où il repose encore aujourd'hui. Même dans la mort, il reste une légende. Sa vie a été faite de grandes victoires, mais aussi de grandes chutes. Il l'a lui-même reconnu. Il avait atteint les limites de son pouvoir. Pour certains, Napoléon est un héros, un homme qui a donné gloire et puissance à la France. Pour d'autres, il est un conquérant dangereux, responsable de guerres sans fin. Mais une chose est sûre, son nom résonne encore dans l'histoire. Il a changé les lois, révolutionné la guerre et inspiré des millions de personnes. Aujourd'hui encore, ses stratégies sont étudiées dans les écoles militaires. Il a prouvé qu'un seul homme, avec une vision, peut changer le monde. Alors maintenant, dis-moi, était-il un héros ou un tyran? Et si cette histoire t'a captivé,
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, like la vidéo, partage-la avec tes amis. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.